Après des décennies de libre-échange et de mondialisation, l'économie se transforme progressivement en champ de bataille dans lequel s'affrontent les grandes puissances chinoises et américaines. On a un second choc chinois. Le premier, c'était en 2001, quand la Chine est rentrée dans l'OMC, où on a fait faire à la Chine ce qu'on ne voulait plus faire. Donc ça nous a arrangé. On a eu de la déflation, des taux d'intérêt très bas, on a pu s'endetter, et donc on a pu vivre au-dessus de nos moyens pendant 20 ans. Donc c'était absolument génial. Et aujourd'hui, ce second choc chinois qu'on a depuis 2022, le problème, c'est que la Chine fait ce qu'on voudrait continuer de faire. Et donc on a une rivalité systémique. Avec 10 ans d'expérience comme gérant chez Fidelity à Londres et presque 15 ans comme business angel à Hong Kong, notre invité, David Bavrez, est l'un des rares à pouvoir donner une vision précise de l'état des forces entre Washington et Pékin. Vous, monde politique, vous avez toujours fait le choix en Europe de la protection du consommateur par la déflation, avec des importations subventionnées par des gouvernements étrangers, par rapport aux intérêts de votre industrie locale. Auteur prolifique, il nous souhaite dans son dernier livre la bienvenue en économie de guerre. Dans cet entretien, nous reviendrons sur les conséquences de ce bouleversement, particulièrement du point de vue des marchés financiers et de l'investisseur. Mon grand thème d'investissement, c'est ce passage d'économie de paix à économie de guerre, ce passage d'économie de la demande à l'économie de l'offre. Et donc, le seul thème d'investissement que j'ai aujourd'hui, ce sont les goulots d'étranglement à la production. Monsieur Bavrez, bonjour. Bonjour. L'événement a priori le plus important en géopolitique de l'année, ça va être l'élection de Donald Trump, qui a été très franche. Il a eu non seulement la présidence, mais également la majorité au Sénat. Il a également la Cour suprême qui est avec lui, donc il va avoir un contrôle sur son pays très important dans les prochaines années. Est-ce que vous pensez que cette élection va apporter plus de conflictualité au niveau international, notamment dans la relation États-Unis-Chine? Alors, ce qui me frappe, c'est que quand on investit sur les marchés financiers, il semble que le consensus dise que Trump est imprévisible. Donc, c'est de la volatilité supplémentaire. En réalité, pour moi, il est très prévisible, au moins dans sa pensée. C'est-à-dire que depuis qu'il a la responsabilité politique, il dit à chaque fois « America first ». Donc, sa vision du monde, quand on regarde la manière dont il a fait des affaires, c'est ce que j'appelle un ripou de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est un mauvais promoteur immobilier qui, quand il a construit en fait des buildings qui sont... Si je vous demande de me citer un building qu'a construit Trump, vous allez peut-être me dire la Trump Tower sur la 5e avenue, mais au-delà de ça, qui d'ailleurs n'est pas un building qui en soi a de l'intérêt, en fait on se souvient d'aucun building. Donc il n'a pas créé de valeur. Et la seule manière dont il a fait du business, c'est de ne pas rembourser les banques et c'est de ne pas payer les maçons. Donc sa vision du monde, c'est un zero-sum game. Et donc je gagne de l'argent que si, en fait, je m'assure que les autres en perdent. Et donc ces relations internationales, il a la même vision. C'est pas du tout une logique de coopération win-win. Donc c'est pas du M&A où 1 + 1 = 3. C'est de dire, chaque fois que je suis en relation avec un pays, America first. Donc, prenons un exemple, Taïwan, je leur assure leur sécurité. Mais je n'ai jamais été payé pour ma prime d'assurance. Et donc vous avez peut-être vu hier que le gouvernement taïwanais dit nous allons acheter pour 15 milliards de dollars d'armes aux États-Unis. Donc Trump, en fait, pour moi, est très prévisible. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il va y avoir en soi un changement de politique américaine. Par contre, l'amitié américaine devient, en anglais on dirait un service level agreement, où je te rends un service et je vais te le facturer à un coût très élevé. Donc pour nous, ça veut dire quoi, nous, Européens? Eh bien, ça veut dire qu'on va assister à ce qu'on a déjà vu sous les démocrates, mais qui va s'accélérer. On a vu ça depuis la guerre d'Ukraine de 2022. C'est qu'on va avoir un transfert de valeur de l'Europe vers les États-Unis sans précédent. Donc, il va se faire par la défense, où Trump, la dernière fois, a demandé qu'on monte tous dans l'OTAN à 2% du PNB. Là, je ne sais pas s'il va arriver à 2,5 ou 3%, mais il va dire il faut continuer. Et je vous rappelle que si vous prenez les achats d'armes en Europe depuis la guerre d'Ukraine, 75% de ces achats d'armes ont été faits auprès de sociétés non européennes, c'est-à-dire des sociétés américaines. Deuxièmement, l'énergie. On n'achète plus notre gaz à Poutine, mais on achète du gaz naturel liquéfié aux États-Unis, à un prix qui est X fois celui qu'on payait précédemment aux États-Unis. Et puis la tech, les logiciels d'intelligence artificielle générative, bon, pour l'instant, ça ne délivre pas et ce n'est pas monétisable, mais le jour où ça va être monétisable, les États-Unis vont nous facturer ça une fortune. Vous rajoutez un peu de SG que les États-Unis nous imposent alors qu'ils ne se l'imposent plus à eux-mêmes, et vous voyez que tout le but, c'est de rendre notre base de coûts en Europe inflationniste, de
de manière à ce qu'on soit plus compétitif. Donc pour moi, il n'y a pas de changement de politique vraiment américaine, il y a juste une accélération de ce que j'appelle l'économie de guerre. Et la manière dont ça se traduit, la principale différence dans le programme de Trump et le programme de Mme Harris, c'était que Trump rajoute sur 10 ans 7 500 milliards de dette publique. Camilla, c'était 3,5 trillions, donc la moitié. Et ça veut dire que les États-Unis vont faire des déficits publics, on y reviendra sans doute sur l'impact sur les marchés financiers, mais des déficits publics qui vont être entre, on ne sait pas, 6, 7, 8, 9% du PIB pendant 10 ans. Au XXe siècle, ça n'est arrivé que 2 fois, pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre, Bienvenue en économie de guerre, en disant, moi, cette élection de Trump, c'est l'accélération de l'entrée en économie de guerre. Donald Trump se définit souvent comme un homme de paix, paradoxalement, parce qu'il considère que sous son mandat, aucune nouvelle guerre n'a été déclenchée et que globalement, le monde était relativement pacifique par rapport, en comparaison notamment avec le mandat de Biden. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des tensions géopolitiques militaires, en plus des tensions géopolitiques économiques, ou ça va rester très économique? Alors, le président Trump dit, moi, j'aime pas faire la guerre. C'est pas qu'il n'aime pas faire la guerre, c'est qu'il dit, est-ce que la guerre me rapporte... C'est un businessman. Est-ce que la guerre me coûte plus qu'elle me rapporte? Si c'est le cas, je la fais pas. Et donc, c'est le raisonnement qu'il a tenu dans son premier mandat, et je pense que c'est le raisonnement c'est exactement la même logique qui va s'appliquer dans le second mandat. Donc, la guerre n'est pas... Très important, la guerre n'est plus militaire aujourd'hui. Le piège de Thucydide entre les États-Unis et la Chine, donc entre la puissance numéro 1 et la puissance numéro 2 montante, ce piège, il est inédit, parce que c'est la première fois que vous avez un numéro 1 et un numéro 2 qui font 700 milliards de dollars de business ensemble. Donc ils sont condamnés à s'entendre. Au contraire de ce qui a pu se passer pendant la guerre froide, là, la relation d'interdépendance entre les deux blocs est totale. Ils ont un commerce entre eux qui est très important et la plupart des entreprises américaines ont des usines ou fabriquent une partie de leurs composants en Chine. Quels sont les enjeux et les objectifs principaux des deux puissances, que ce soit les États-Unis et le bloc plutôt chinois? Alors l'idée, c'est que quand on passe d'économie de paix à économie de guerre, en économie de paix, les rapports sont des rapports si vous et moi on négocie, c'est le rapport de force. Donc c'est normal, en économie de paix, on va avoir une négociation, je vais analyser vos forces et faiblesses, je vais essayer avec mes forces d'utiliser vos faiblesses pour obtenir de meilleurs deals. L'économie de guerre, c'est le rapport de dépendance. Donc je veux que vous soyez dépendant de moi de manière à ce que vous n'ayez plus de choix que d'accepter mon deal. Donc la dépendance aujourd'hui, les États-Unis la voient dans la technologie. On y reviendra peut-être plus tard dans l'interview. Et moi, ce que je crois, c'est que quand on présente une guerre essentiellement commerciale avec des tarifs, ce qui me frappe, c'est que quand vous prenez le déficit commercial des États-Unis avec la Chine, le premier poste, ce sont les smartphones, qui sont taxés à 0%. Le second poste, ce sont les laptops, qui sont taxés à 0%. Le troisième, c'est l'électronique grand public, taxé à 0%. Et le quatrième, c'est la pharmacie, taxée à 0%. Donc quand le président Trump arrive et dit « je vais mettre des tarifs, c'est mon mot préféré, je vais mettre des tarifs à 60% vis-à-vis de la Chine », je pense qu'il va falloir être très granulaire dans l'analyse. Le 60%, il va être une moyenne de 0% sur toutes les chaînes de valeur que les sociétés américaines ont délocalisées en Chine pour bénéficier de bas coûts, qui sont ce que je vous ai cité précédemment. Et puis, d'autre part, tout ce que les Chinois essaient de faire en concurrence avec ce que l'Amérique veut encore faire. Et là, je vais vous taxer à 120%. Donc 0 plus 120, ça vous fera une moyenne de 60. Et du côté chinois, du coup, comment est-ce que eux, vous pensez, ils perçoivent la situation? Qu'est-ce qu'ils ont envie? Comment est-ce qu'ils ont envie de rendre les États-Unis dépendants? Alors, c'est la perception du temps qui est très différente. C'est-à-dire que le président Trump est transactionnel et très court-termiste. Il a 78 ans, il est là pour 4 ans et les États-Unis vont boomer pendant 4 ans parce qu'il va faire un déficit Maus, le chômage est de 3%. Il y a un avantage technologique sur l'intelligence artificielle et donc les États-Unis vont boomer. Ça lui va très bien. Les Chinois ont le temps long et donc les Chinois vont dire quelles sont les faiblesses du court-termisme américain. Et moi, j'en vois 2. La première, c'est la transition environnementale. Si on écoute le programme du président Trump, il semblerait que ces 4 prochaines années vont voir la Chine creuser encore plus l'écart sur la transition environnementale par rapport aux États-Unis. Et donc ça, les États-Unis le paieront dans 5, 10, 20 ans, on y reviendra peut-être.
Et puis le second, alors là c'est plus diplomatique, c'est le Sud global. Donc ce concept complètement hétérogène d'une centaine de pays qu'on regarde, nous, ici, en Occident, et notamment en Europe, avec beaucoup de mépris, en disant ces pays n'ont rien à voir ensemble, c'est complètement bidon. Et en fait, ce déficit américain va en fait engendrer un crowding out des marchés financiers, de la dette publique. Donc le Sud global, les pays émergents ne vont pas pouvoir financer leur déficit, puisqu'ils vont avoir des taux d'intérêt à 2 chiffres pour financer leur déficit public. Et donc la Chine va réussir à fédérer, à mon sens, tous ces pays émergents dans un anti-américanisme et un anti-occidentalisme qui fait que, effectivement, il va y avoir une prospérité auprès de 350 millions d'Américains, mais ils vont être totalement isolés du reste du monde. Et ça intéresse beaucoup la Chine dans une perspective long terme. On a parlé pas mal du président américain. Il y a un autre grand personnage dans cet affrontement qui est le président Xi Jinping, qu'on connaît en réalité très mal, je pense, en Europe. On a du mal à vraiment le cerner. Est-ce que vous pouvez le comparer à un personnage politique, un grand personnage politique occidentaux qui vous apparaît en termes de personnalité ou de vision un peu similaire? Non, parce que par définition, la Chine a toujours un modèle qui est inédit et qui correspond à des circonstances qui sont totalement différentes du reste du monde. Donc le président Xi, c'est un mélange. Donc c'est un mélange, il y a un peu de Confucius, il y a un peu de Mao, il y a un peu de Deng Xiaoping. Vous mélangez tout ça dans un mixeur et en fonction des événements, vous allez avoir une de ces caractéristiques qui va le plus ressortir. Moi, ce qui me frappe, c'est ce qu'on n'a pas compris en Europe, c'est la rupture de 2022. C'est pour ça que je dis que 2022 est vraiment la fin d'un cycle trentenaire de 1989 et l'ouverture d'un nouveau cycle de 30 ans. C'est que la Chine, au-delà du piège de Thucydide, a un second piège qui est celui du revenu intermédiaire, où quand vous êtes à $10 000 de PNB par tête, votre développement doit passer de l'industrie au service, et que le président Xi a dit, mais si je développe des services, c'était pendant le Covid, B2C digitaux, par définition ils étaient digitaux, je finis avec les GAFA. Et je finis avec des sociétés privées qui ont des monopoles, qui gagnent des dizaines de milliards de dollars et qui achètent la politique. Donc le fric va contrôler la politique, c'est la plutocratie américaine. Et moi, c'est le match du Kremlin, si vous avez lu le livre, comme en Russie, c'est la politique qui doit contrôler l'argent. Et donc on a un modèle de développement chinois qui est inédit, qui ne peut pas avoir accès à la haute technologie parce que les États-Unis coupent la haute technologie à la Chine, et deuxièmement, qui ne peut plus développer sa consommation intérieure par les services digitaux. Et donc, ce qui vous reste, c'est en fait la montée en gamme des technologies du XXe siècle, avec des exportations que la Chine va financer à perte. Et donc, nous avons un nouveau modèle chinois économique totalement inédit, qu'est-ce que j'appelle l'innovation à faible productivité. Donc nous, on connaît l'innovation synonyme de gain de productivité, et là, on a une innovation sans productivité. Je ne sais pas si vous êtes allé au mondial de l'automobile il y a quelques semaines, mais vous avez le choix aujourd'hui entre une Renault 5 électrique à 35 000 € et une voiture chinoise. Soit vous avez une BYD qui vous dit, pour 35 000 €, si tu as 35 000 €, je te donne l'équivalent d'une BM, et si tu veux une R5, je te la fais à 10 000. Et pourquoi ? Parce que la Chine a innové, donc ça reste un pays extraordinaire. C'est plus l'atelier, c'est pas seulement l'atelier du monde, mais c'est le laboratoire du monde. Mais ce qui est inédit, c'est que vous n'avez plus besoin de productivité du capital, puisque le gouvernement dit, moi, c'est l'économie de guerre, donc je vais financer par des subventions tes investissements. Donc SMIC dans les semi-conducteurs a des capex qui sont 100% de chiffre d'affaires, parce que nous, à titre privé, on ne financerait jamais, mais le gouvernement dit, l'industrie des semis est stratégique, donc je te finance tous les capex que tu veux. Et puis le travail, vous avez 200 millions de migrants qui sont au chômage maintenant parce que l'immobilier s'est effondré. Et donc il y a pour la première fois en 2024 en Chine, ce qui n'est pas arrivé en 40 ans, une baisse des salaires. Donc vous avez des gens qui innovent, qui n'ont pas de coût du capital parce que le gouvernement régale, et avec un coût du travail qui baisse. Comment voulez-vous que nous, occidentaux, on puisse être concurrentiels? Donc vous voyez qu'on a un second choc chinois. Le premier, c'était en 2001, quand la Chine est rentrée dans l'OMC, où on a fait faire à la Chine ce qu'on ne voulait plus faire. Donc ça nous a arrangé. On a eu de la déflation, des taux d'intérêt très bas, on a pu s'endetter, donc on a pu vivre au-dessus de nos moyens pendant 20 ans. Donc c'était absolument génial. Et aujourd'hui, ce second choc chinois qu'on a depuis 22,
2022. Le problème, c'est que la Chine fait ce qu'on voudrait continuer de faire. Et donc, on a une rivalité systémique. Ça pose forcément la question du rôle de l'Europe dans cet affrontement. On a vu notamment la Commission européenne qui essaye de mettre des droits de douane aux véhicules chinois avec des résultats qui ne sont pas forcément garantis, loin de là. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, quel est le rôle de l'Europe dans ce conflit et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de limiter l'impact de ce dumping, de ce qui apparaît en tout cas comme un dumping chinois sur certaines industries qu'on voudrait garder en Europe? Alors, moi, je dis que l'Europe est yéménisée. C'est-à-dire que, de même que l'Iran... Vous ne faites jamais la guerre chez vous. Vous faites la guerre dans une région tierce. Et donc, l'Arabie Saoudite et l'Iran se faisaient la guerre au Yémen. Et les États-Unis et la Chine, donc pour moi, il y a une Chine-Amérique qui s'entend et qui s'entend pour piller l'Europe. Et donc, les États-Unis ont dit on est en rivalité systémique avec la Chine, et ils l'ont défini en disant c'est une guerre technologique. Nous, Madame von der Leyen, en 2019, a décrété que l'Europe était en rivalité systémique avec la Chine, mais elle n'a pas défini cette rivalité, et donc elle n'a pas pu agir. Et là, on est au pied du mur. On est au pied du mur maintenant parce que les Chinois arrivent avec l'automobile, et l'automobile, ce qu'on ne réalise pas bien, c'est que ce n'est pas seulement 10% des emplois. L'automobile en Europe, c'est 30% de la recherche et développement et c'est 50% de la recherche et développement privée. Donc si vous mettez l'automobile européenne par terre, vous mettez par terre 50% de l'écosystème de recherche et développement européen. Donc l'industrie automobile est pour nous une question de survie. C'est une question de survie technologique en Europe. Et donc, on a fait un mauvais choix d'abord de concentration, parce que si on gérait l'Europe convenablement avec une vision un peu long terme, on ne mettrait jamais 50% de la R&D dans une seule industrie. Si on le faisait, on s'assurait que c'est une industrie d'avenir. Et puis, à l'intérieur de cette industrie, on s'assurait qu'on fait les bons choix technologiques et que donc on a compris que la voiture, elle allait être électrique, elle allait être connectée, elle allait être autonome. Donc aujourd'hui, nous sommes en position de faiblesse très forte. Donc ce que nous devons faire, c'est définir la rivalité systémique. Et moi, je vois deux lignes rouges possibles. La première, c'est de dire, nous ne sommes pas néo-lénino-marxistes, comme le président Xi qui a dit en 2022, le capital privé doit être désormais sous contrôle étatique. Donc ce qui s'est passé en Chine en 2022, c'est pour ça qu'il y a une cassure totale, c'est que le développement chinois, pendant 40 ans, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un PPP, donc un partenariat public-privé où le gouvernement fait de visionnaires technocrates brillantissimes, fait les bons choix en termes d'infrastructure et dit au secteur privé, c'est à vous d'utiliser l'infrastructure pour développer vos boîtes. Et ça casse totalement en 2022 parce que le président Xi dit désormais je veux que le capital privé soit sous contrôle étatique. Et donc c'est comme ça que si vous prenez les investissements en Chine depuis octobre 2022, donc depuis le 20e congrès, le capital privé est stable, il n'y a pas d'augmentation nette du capital privé et l'augmentation nette provient uniquement du capital public. Donc en gros, subvention publique. Donc la première chose que nous devons dire, c'est nous ne sommes pas néo-lénino-marxistes, nous sommes capitalistes. Et donc chez nous, il y a un coût du capital. Donc prenons l'exemple des voitures électriques. Les estimations, c'est que vous avez le cabinet Rhodium qui vous dit 250 milliards de dollars de subventions cumulées pour la voiture électrique. Les Chinois ont produit 25 millions de véhicules électriques en cumulé. Ça fait 10 000 dollars par voiture. Donc une voiture chinoise qui rentre en Europe a bénéficié en moyenne de 10 000 dollars. Donc nous allons la taxer à 10 000 dollars. C'est peut-être 100% de la voiture, comme disent les Américains. C'est peut-être, je ne sais pas, 18%, 38%, ça dépend des modèles, comme on dit en Europe. Mais il y a 10 000 dollars qui ne peuvent pas rentrer en Europe parce qu'autrement, on devient néo-lénino-marxiste. Donc ça, c'est la première chose. La seconde ligne rouge, c'est qu'on dit, Européens, on a une chance incroyable, alors soit parce qu'on est des génies, soit parce qu'on est très chanceux, c'est qu'en 2001, quand il y a eu l'OMC, nous allons délocaliser dans les pays émergents et une grande partie en Chine, tout ce qui polluait. Et donc, nous avons une chance incroyable, c'est que nous, Européens, alors que nous sommes près de 20% du PNB mondial, nous ne produisons que 7% des CO2 mondiaux. La Chine produit 30% des CO2 mondiaux, avec un consommateur qui consomme 5 000 dollars par an, alors que le consommateur américain, c'est 50 000 dollars par an. Donc, les Chinois nous disent,
vous ne pouvez quand même pas nous demander de changer de style de vie parce qu'on produit trop de CO2 alors qu'on a un style de vie qui est 1/10 de celui de l'américain. Bien d'accord que c'est à l'américain de faire des efforts. Et nous, ce que nous pouvons dire, c'est dire le coût du carbone il est de 0 aux États-Unis, il est de 8 à 10 dollars en Chine, et chez nous, on a fait ce choix, il est de 70 à 80 euros, et en 2030, il sera de 100, et en 2040, il sera de 200. Et donc, chaque fois que vous venez avec un produit chinois, par exemple une voiture électrique, parce que votre électricité est à 60% carbonée, eh bien du charbon, eh bien nous allons vous taxer. On va vous taxer pour l'excès de CO2 que vous produisez. Donc la Chine va avoir le coût démentiel de décarboner son économie encore plus que nous, et nous allons avoir les revenus par la taxation du carbone à l'entrée. C'est pas stupide. Enfin, il y a un peu de mauvaise foi, mais si je suis le président Trump, je dis c'est pas bête ça comme raisonnement. Donc vous voyez qu'on peut se défendre dans une négociation avec les Chinois. Donc pour ça, il faut naturellement qu'on ait une gouvernance totalement différente à Bruxelles. Mais donc pour vous, la solution pour la plupart des économies, ça va être, que ce soit pour les Américains, les Chinois ou même les Européens, plutôt des mesures protectionnistes, anti-libre-échange. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la prospérité du monde à l'échelle globale ? Alors, le protectionnisme, ce n'est pas bon quand vous protégez des cadrans boiteux. On est bien d'accord. Mais là, ce dont je vous parle, c'est que nous avons un système économique qui est totalement différent. Je suis naturellement à fond pour l'innovation, mais je ne suis pas, en tant qu'investisseur, intéressé par l'innovation de voitures électriques en Chine. Quand je vois que les cours de bourse de tous les, à l'exception notable de CATL, de BYD et de Geely, tous les cours de bourse des producteurs de voitures électriques ont fait moins 90%. Ils sont en free cash flow négatif pour éternité. Ce qu'on ne vous a pas dit quand vous êtes allé au salon de l'auto à Paris, au Mondial de l'automobile, on ne vous a pas dit que pendant que vous regardiez ces voitures, l'association des concessionnaires chinois disait que leurs concessionnaires perdent cette année 20 milliards de dollars US en Chine. On ne vous a pas dit qu'il y a 9 mois de stock de véhicules électriques invendus parce qu'il y a des surcapacités de production démentielle. Donc ça, en tant qu'investisseur, financer des surcapacités qui font des pertes, ça ne m'intéresse pas. Et donc c'est pour ça que vous appelez ça, on peut appeler ça du protectionnisme si vous voulez. Moi, j'appelle ça du capitalisme, où je dis la guerre des prix. On l'a vu dans le photovoltaïque, une guerre des prix pendant 10 ans, le capitalisme privé ne la finance pas. Et 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a ? On a une filière solaire qui est entre les 2/3 et les 3/4 entre les mains des Chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cassé les règles du capitalisme en disant si je finance grâce à l'État des pertes pendant 10 ans, eh bien effectivement, je finis avec entre 2/3 et 3/4 du marché. Mais quand vous avez été investisseur et que vous avez investi dans toute société, vous avez perdu entre 80 et 90% de votre argent. Donc moi, en tant qu'investisseur privé, je dis ça, je ne suis pas d'accord, il faut l'arrêter. Il faut taper du poing sur la table. Est-ce que le niveau de vie européen n'est pas également en partie dû à justement ce coût de production chinois qui est extrêmement bas, qui fait affluer des produits à des niveaux très très faibles ? Est-ce que le fait de, notamment, on pourrait prendre l'exemple des voitures, est-ce que le fait de faire rentrer plein de voitures à 10 000 euros la voiture, ça n'aurait pas un gain très important pour le consommateur européen ? Et à l'inverse, si on met plein de barrières douanières sur des produits chinois, est-ce que ça ne va pas faire remonter l'inflation de 10%? C'est le choix politique qui a été fait en Europe. Pourquoi on a été désindustrialisé ? Pourquoi la France est passée de 20% de son PNB dans l'industrie à 10%? La réponse, elle vous est donnée par le président de Total, Patrick Pouyanné, dans une audition au Sénat qui remonte au printemps, que je vous recommande de regarder parce que c'est vraiment un concentré d'intelligence. Et il y a un sénateur qui lui dit mais Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez réinvestir en Europe pour produire des panneaux solaires ? Et le président de Total répond jamais. Jamais, parce que vous, monde politique, vous avez toujours fait le choix en Europe de la protection du consommateur par la déflation, avec des importations subventionnées par des gouvernements étrangers, par rapport aux intérêts de votre industrie locale. Et quand vous êtes un homme politique, c'est pour ça que Mme Harris a perdu les élections. Elle a perdu les élections pour essentiellement un mot, c'est l'inflation. Quand vous êtes un homme politique, vous avez le choix entre importer pas cher, fermer la production locale, donc vous avez 10% de chômeurs, il y a 90% des gens qui continuent à voter pour vous. Si vous laissez l'inflation rentrer, il y a 100% des gens qui votent contre vous. L'ironie, c'est qu'elle a perdu face au président Trump sur l'inflation, alors que quand vous prenez le programme du président Trump, quasiment toutes ces mesures sont totalement inflationnistes. Mais ça,
fait partie d'ironie de l'histoire. Vous faites dans votre livre de la date du 7 octobre un événement extrêmement important dans les relations commerciales américano-chinoises, le moment où les États-Unis ont décidé de restreindre l'exportation de haute technologie en Chine. Vous le définissez comme le Pearl Harbor de cette époque. Et c'est quand même une comparaison qui est assez forte parce que Pearl Harbor a déclenché l'entrée des États-Unis en guerre, donc c'est un moment qui est très important. Pourquoi est-ce que cette décision des États-Unis de restreindre les exportations est à ce point importante et stratégique pour vous? Alors d'abord, pour nos auditeurs, qu'on soit très clair, le 7 octobre, c'est pas 2023. Oui. Le 7 octobre, ici à Paris, c'est 2023. C'est le drame de Gaza. À Hong Kong, le 7 octobre, c'est 2022, dont on ne parle jamais en Europe. Donc c'est pour vous montrer à quel point nos régions sont, quand on parle de découpling, vous voyez qu'on on ne communique pas et on n'a pas du tout les mêmes préoccupations. Donc que s'est-il passé le 7 octobre 2022 ? C'est 10 jours avant le 20e congrès, où les États-Unis, de manière totalement arbitraire, décident que toute exportation américaine de haute technologie sera soumise à l'accord du gouvernement américain. Et la haute technologie est définie de manière très stricte par 3 domaines. Les puces de haute technologie, donc les semi-conducteurs de haute technologie. Deuxièmement, l'intelligence artificielle. Troisièmement, la computation quantique. Donc c'est ce que les Américains ont appelé small yard high fence, c'est-à-dire petit champ, haute barrière. Donc en fait, ils définissent la relation, vraiment ce piège de Thucydide entre la Chine et les États-Unis en disant le XXe siècle sera technologique. Donc nous, Américains, nous refusons à la Chine l'accès aux technologies du XXIe siècle. Et comme on veut pas, la Chine n'est pas l'URSS, parce que la Chine travaille pour nous, on a 700 milliards de dollars de business ensemble. Nous vous laissons, vous Chinois, les technologies du XXe siècle, qui sont des technologies mass market où vous pouvez très bien gagner votre vie. Et pourquoi je vous les laisse ? Parce qu'en large partie, elles sont entre les mains de l'Europe. Donc c'est l'automobile, c'est l'aéronautique, c'est la chimie, ce sont les machines-outils, c'est la pharma de base. Mais ce sont des capitalisations boursières en dizaines de milliards. Moi, maintenant, États-Unis, j'ai 7 magnificent, donc 7 mercenaires qui sont en trillions, donc en milliers de milliards de dollars. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi, quand je suis américain. Donc c'est pour ça que c'est une guerre, une nouvelle guerre inédite. C'est que c'est une guerre, donc je l'appelle technotemporelle, parce que c'est un combat entre la technologie du XXe siècle et la technologie du XXe siècle. Et naturellement, la Chine va vouloir avoir accès aussi à la technologie du XXIe siècle. Donc c'est là que va avoir lieu le combat. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la Chine n'a pas réagi sur le moment, parce qu'on n'a pas compris l'ampleur de la décision qui a été prise. Et l'ampleur de la décision qui a été prise, on ne l'a saisie que 2 mois plus tard, fin novembre 2022, quand OpenAI a sorti ChatGPT. Et qu'on nous a dit, mais il y a une révolution technologique de l'intelligence artificielle générative qui débarque et qui va changer la manière dont l'information circule et est présentée. Et donc ça, les Chinois ne l'avaient pas vu venir. Et alors moi, je ne peux pas vous le prouver, mais le sentiment que j'ai, c'est pour ça que ce 7 octobre est aussi important, c'est que si les États-Unis avaient essayé de couper cet accès à la haute technologie après la sortie d'OpenAI, l'ensemble des Chinois auraient hurlé, l'ensemble de la planète aurait dit aux États-Unis, vous ne pouvez pas couper l'accès à la Chine de l'intelligence artificielle générative. Donc vous voyez à quel point le timing est clé, et c'est parce que les États-Unis, à mon sens, savaient que le 20e congrès, qui venait 10 jours plus tard, allait consacrer non seulement les pleins pouvoirs au président Xi, mais également la fin de ce partenariat privé-public avec le capital privé mis sous tutelle étatique, qui est totalement contraire à la manière dont les États-Unis fonctionnent. La manière dont vous présentez les choses, ça suppose qu'il y a une avance technologique sur ces domaines, en tout cas assez confortable du côté américain, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on voit tout de même des produits qui ont l'air assez performants du côté chinois. Comment est-ce que vous voyez cette relation ? Est-ce que les Chinois ont un tel retard ou est-ce que c'est plutôt serré ? Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand je vous dis, tout ce que je vous dis là, c'est très théorique, top-down, comme disent les anglo-saxons. Et ce qui est passionnant quand vous êtes investisseur, c'est de comprendre bottom-up, technologie par technologie, où est-ce que la réalité va être très différente. Donc, prenez la voiture autonome. La voiture autonome, dès 2025, l'an prochain, nous avons une 50aine de sociétés de robotaxi qui vont, en Chine, développer de manière grand public la voiture autonome. Chez nous, en Europe comme aux États-Unis, on n'est pas près de l'avoir.
pour des raisons réglementaires. Puisque si par hasard un taxi écrase quelqu'un en Chine, c'est pas très grave. Chez nous, votre vie, elle vaut, demandez à votre assureur 10, 20, 30, 50 millions de dollars, on ne sait pas. Donc la Chine va surprendre. La Chine, dans le stockage de l'énergie qui est absolument clé comme complément de l'énergie solaire, puisque quand vous aurez solaire plus stockage d'énergie, vous avez sans doute 15 à 20% du mix énergétique de 2050 de net zéro. C'est ça qui va cannibaliser les industries fossiles. Donc c'est absolument, stratégiquement, c'est clé. Et ça, le président Trump, il va faire que retarder l'avancée américaine dans le domaine. Mais à l'inverse, vous prenez l'intelligence artificielle, vous avez 4500 gigas data centers aux États-Unis, vous avez 450 en Chine, vous avez des GAFA qui mettent entre 200 et 250 milliards d'investissements par an, et en Chine, si vous ajoutez Tencent, Alibaba, Baidu, vous êtes à une trentaine de milliards. Donc le rapport est de 1 à 10. Vous prenez les semi-conducteurs, 2022, le Pearl Harbor, la ligne de démarcation a été fixée à 5 nanomètres. Vous avez peut-être vu que TSMC vient d'annoncer hier que même les 7 nanomètres, désormais, les exportations en Chine seront soumises à l'approbation américaine. C'est pour ça que vous faites la guerre. Vous faites la guerre, pourquoi ? Parce que chacun pense qu'il va gagner. Donc d'un côté, vous avez des États-Unis qui disent « Moi, tant que j'ai 2-3 années d'avance en tech », vous savez, en tech, on dit une année, c'est une année chien. Donc si j'ai 2-3 années d'avance, en fait, j'ai 15 à 20 ans d'avance. Et vous avez les Chinois qui disent « Moi, 2 à 3 années de retard, si je travaille 2 fois plus vite, en 5 ans, j'ai rattrapé les États-Unis. » Et on va voir qui va gagner. On va voir. C'est ça qui va être passionnant en tant qu'investisseur, c'est que on va avoir des surprises. Il y a des technologies où la Chine va rattraper et dépasser les États-Unis. Je vous donne comme exemple la voiture autonome. Et puis, il y a d'autres domaines où je pense qu'en intelligence artificielle générative, les États-Unis vont rester très en avance sur les gains de productivité, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, investisseurs capitalistes. Et par contre, la Chine va être très en avance en termes de sécurité, puisque le président Xi voit l'intelligence artificielle générative comme l'opportunité de vous contrôler encore plus, parce qu'avec la censure des réseaux sociaux, j'ai contrôlé l'input dans vos cerveaux, et que là, avec AI générative, je vais contrôler l'output de votre cerveau. Donc je contrôle l'input et l'output, je vous contrôle complètement. Et les gains de productivité, c'est pas mon objectif. Donc en fait, AI va être développé ça va être un grand succès à la fois aux États-Unis et en Chine, mais avec des objectifs totalement différents. Ce que je trouve assez inédit à titre personnel sur la restriction qu'ont mis en place les États-Unis, c'est que ça concerne en réalité en grande partie quasiment une seule entreprise. En termes en tout cas de chiffre d'affaires, on ne doit pas être très loin de ça, à savoir Nvidia, qui a vu ses exportations réduites a priori presque plus de 10 milliards en Chine. Quelle est l'importance stratégique de cette entreprise à l'échelle mondiale, vous pensez ? Alors, la capitalisation, vous évoquez la capitalisation de Nvidia, 3 trillions, il y a 30 000 employés chez Nvidia. Donc il y a une market cap de 100 millions de dollars par tête, y compris la réceptionniste qui vous sert un café. Moi, j'avais une règle un peu totalement stupide, subjective, mais chaque fois qu'une capitalisation historiquement atteignait 10 millions de dollars par employé, je vendais l'action en disant quand même 10 millions de dollars pour chaque cerveau. Dans une grande entreprise, ça me paraît, quand ce n'est pas seulement un centre de recherche, ça me paraît excessif. Là, on est à 10 fois plus. Donc vous prenez Nvidia à 100 milliards de chiffre d'affaires en dollars. Qui gagne de l'argent en ayant dépensé 100 milliards chez Nvidia ? La plus grosse société de GenAI pour l'instant, je pense que ça doit être OpenAI, qui a un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 à 5 milliards de run rate. Après, il y a quand même AWS, Azure comme client qui gagne pas mal d'argent sur le... Oui, non, mais ça, c'est les pelles et les pioches. Hein. C'est pas ceux qui... Je vous dis, quelqu'un qui fait un service à la fin, qui au bout de la chaîne de valeur gagne de l'argent. Donc vous avez 100 milliards qui sont mis sur la table, et juste chez Nvidia. Et je vous dis pas en plus que coûte le cloud. Hein. Et vous me servez une information sous un format inédit, très intelligent, mais pour l'instant, moi, je paye entre 3 et 5 milliards de dollars. Donc, on n'a pas monétisé encore, et c'est toujours la même chose, c'est ce que nous avait dit Bill Gates, c'est pour ça que j'ai des cheveux gris, c'est que moi, j'ai vu ça dans les années 2000, on surestime totalement les 12 prochains mois et on sous-estime totalement les 12 prochaines années. Donc, tout ça, ça va prendre du temps.
Donc en tant qu'investisseur, on va avoir un peu une vallée de la mort au milieu, mais in fine, je ne veux pas être négatif. Au milieu, je suis sûr qu'il va y avoir des gains de productivité très importants. La question, c'est est-ce que les sociétés clientes vont garder ces gains de productivité? Est-ce qu'on parle de les monétiser? Ou est-ce que ça va être comme si vous voulez, Google qui, en fait, m'a libéré du temps que j'ai passé sur Facebook? Enfin, pas moi, mais vous. Donc c'est ça qui va être passionnant quand vous êtes investisseur dans la décennie qui vient. C'est quels sont ces gains, comme vous dites, ces trois technologies. Par exemple, la computation quantique, pour l'instant, il n'y a rien de monétisable. Donc c'est pour ça que nous, investisseurs, on dit, bon, c'est pas très important. Et en fait, il se trouve que les gens qui font de la recherche fondamentale disent, c'est absolument clé. Et ça, on va voir comment... C'est pour ça que je vous dis qu'on a fermé un cycle de 30 ans, de 1989 à 2022. On en rouvre un nouveau... Le cycle, c'est Kondratiev, hein, c'est 30 ans. On a ouvert un nouveau cycle de 30 ans en 2022. Vous ne pouvez pas me demander en 2024 de savoir la tête que va avoir ce cycle. C'est un peu en 1991, quand j'ai commencé à travailler, je n'avais rien compris aux conséquences de 1989, parce que je n'avais jamais vu qu'il y aurait de l'Internet, qu'il y aurait de l'information gratuite, que je pourrais délocaliser au moindre coût partout dans le monde, que le commerce mondial boomerait, que j'aurais une déflation et des taux d'intérêt très bas. Donc c'est ça qui est passionnant. Donc c'est pour ça que je dis dans mon livre, je dis ayez 2 ans d'âge mental. Ne regardez jamais, chaque fois qu'une société compare sa performance à 2019, je dis mais je ne suis pas intéressé, vous n'avez rien compris. On a un nouveau cycle trentenaire qui a commencé en 2022. Et en tant qu'investisseur, ce qui change, c'est que nous passons d'économie de paix à économie de guerre. L'économie de paix s'est tirée, j'ai investi comme ça pendant 30 ans, j'ai cherché des sociétés qui répondaient à un besoin de consommateur avec une valeur ajoutée perçue et un consommateur qui paye. L'économie est tirée par la demande, par le consommateur. L'économie de guerre, vous êtes tiré, vous ne pouvez plus produire, parce que c'est un enfer de produire, et vous êtes tiré par la production. Et donc, le seul thème d'investissement que j'ai à ce stade, ce sont les goulots d'étranglement à la production. Parce que c'est de là qu'est le pouvoir des prix, le pricing power. Et c'est ça qui m'intéresse. On a parlé des mesures mises en place par les Américains pour essayer de court-circuiter la Chine. La Chine possède également a priori certains atouts, notamment elle a sur son sol un certain nombre de terres rares, par exemple, qui apparaissent comme étant assez importantes pour la construction de toutes ces hautes technologies. Est-ce que vous voyez des points de pression que pourrait utiliser la Chine pour influencer négativement les États-Unis? Alors, les terres rares, c'est une des appellations les plus, comment dirais-je, en anglais on dirait misinformation, je cherche le mot en français, trompeuse. Les terres rares ne sont absolument pas rares, il y en a partout. C'est juste que le traitement des terres rares est un enfer écologique. Donc, quand je vous ai dit précédemment qu'en 2001, on a fait le choix de délocaliser en Chine des traitements, enfin des activités extrêmement polluantes, il y a entre autres le traitement de toutes les terres rares. Donc le chantage aux terres rares, la Chine l'a fait au Japon en 2010, ça a duré 6 mois. Et pas plus longtemps. Parce que s'il continue, les terres rares, vous pouvez en faire aux États-Unis autant que vous voulez. Vous pouvez en faire en Europe. On en faisait à La Rochelle. Ron Poulin en faisait à La Rochelle jusqu'en 2001. Et ils balançaient ça dans l'océan Atlantique. Et en 2001, ils ont dit on peut arrêter, on peut faire ça en Chine. Donc si la Chine refuse, et nous avons le problème, c'est plus sur les métaux, moi je pense que c'est moins les terres rares que les métaux de la transition environnementale, où la Chine ne possède pas ces métaux. Mais la Chine en général a 80-90% du traitement de ces métaux. Ils sont extrêmement polluants. Donc si la Chine coupe l'accès à ces ressources, nous serons obligés de les faire chez nous avec des contraintes environnementales beaucoup plus élevées. Ce sera très inflationniste, mais on arrivera à s'en tirer. Donc c'est pour ça que la Chine brandit toujours cette menace, mais en réalité, encore une fois, ils l'ont fait en 2010 dans un conflit avec le Japon, et ça a duré 6 mois et pas plus longtemps. Et du coup, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres points de pression, vous pensez, qui pourraient être pertinents sur les Américains notamment? Alors, c'est très intéressant. Je pense que quand on revient à l'intelligence artificielle, si effectivement les choses se passent telles que je les comprends à ce stade, c'est-à-dire les États-Unis veulent un gain de productivité, la Chine veut la sécurité, la manière pour la Chine de reprendre, donc la Chine va être en retard, et la manière de reprendre le contrôle de l'activité, c'est l'énergie.
Vous avez une interview du président de Microsoft il y a 15 jours qui dit le critère clé de l'intelligence artificielle, c'est le token, donc le morceau d'information, par dollar, par watt. Et donc, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de data center, vous n'avez pas d'intelligence artificielle. Et je prends l'exemple de l'Irlande. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, le gouvernement irlandais vient d'interdire la construction de tout nouveau centre de données en Irlande. Pourquoi ? Parce que ces centres de données, aujourd'hui, consomment 20% de l'électricité en Irlande. C'est l'équivalent de la consommation de la population résidentielle irlandaise, avec un risque de blackout. Donc le gouvernement dit, je ne vais pas mettre ma population dans le noir pour que vous, ici, à Paris, vous puissiez faire une recherche sur ChatGPT. Et donc le goulot d'étranglement, c'est pour ça que je vous dis, en tant qu'investisseur, ce qu'il faut, c'est chercher les goulots d'étranglement à la production. Aujourd'hui, le goulot d'étranglement à la production de l'AI, c'est le watt. Et c'est pour ça que Bill Gates, vous avez vu que Bill Gates dit, moi, je veux du nucléaire aux États-Unis et je rouvre des centrales qui n'ont pas servi depuis X années. Donc, le pari de la Chine, c'est de dire que le solaire plus le stockage d'électricité, à grande échelle, en 2050, aura une structure de coût très inférieure à toutes les autres énergies propres. Et donc, je serai l'Arabie saoudite de 1973 qui, un jour, a décidé de quadrupler les prix du pétrole et qui a mis l'Occident par terre. Et donc, moi, la Chine, je tiendrai l'Occident par le truc le plus stupide qui s'appelle l'électricité, qui a été découverte il y a, je ne sais plus, 100, 150 ans. Ce que l'Occident ignore, vous savez, c'est comme... vous voyez bien que Boeing ne sait plus faire un avion parce qu'il n'y a pas le petit boulon qui serre la porte, ce qui fait que quand vous volez, la porte s'envole. Bon, c'est un petit boulon qui tient la porte. Et pour faire des économies, on a dit, les petits boulons, on les achète n'importe où, on s'en fout. Et donc, tout le jeu chinois, c'est de trouver dans une chaîne de valeur quelle est l'étape qui était ignorée par l'Occident parce qu'elle est perçue comme à très faible valeur ajoutée. Mais si j'en contrôle 75, 80, 90%, c'est moi qui dicterai la règle. Il y a un autre boulon qui a pris énormément d'importance ces dernières années, c'est Taïwan, alors qu'il y a une petite île, mais qui aujourd'hui a une importance stratégique dans ces technologies vraiment clés, avec notamment TSMC, qui est la grande entreprise qui fabrique toutes les puces dont on a parlé. Quel regard vous pensez la Chine porte sur Taïwan, d'un point de vue plutôt géostratégique ? Et comment vous voyez la situation de l'archipel évoluer ? Alors moi, j'ai passé une semaine à Taïwan d'études il y a 1 an, où j'ai rencontré des gens très divers, des patrons de sociétés, des fonds d'investissement, des politiques, des militaires. Et j'en suis ressorti en disant que c'était une énorme source de désinformation. C'est-à-dire que les Taïwanais vous disent nous craignons autant les États-Unis, nous craignons autant les provocations des États-Unis que les provocations de la Chine. Et donc le seul moyen de maintenir notre, c'est pas indépendance, mais notre autonomie, c'est de gérer des deux côtés les provocations. Et donc les Taïwanais sont les maîtres dans la gestion de ces provocations. Chaque fois qu'il y a une provocation d'un des côtés, ils rassurent l'autre en disant non mais vous inquiétez pas, on sait gérer. Et donc, je ne crois pas du tout à une... donc, vous verrez dans mon livre, il y a tout un chapitre là-dessus, je ne crois pas du tout... Alors, je ne suis pas militaire, mais une intervention militaire me paraît extrêmement, extrêmement risquée, avec très faible chance de réussite, parce que on a vu en Ukraine que c'était difficile, mais en plus, c'est une île très particulière. Vous avez, c'est une île extrêmement montagneuse. Vous avez toute la côte est est faite de falaises d'Étretat à la puissance 5. Et vous avez une vingtaine de plages qui sont très bien défendues. Donc, si vous voulez envahir Taïwan, en fait, vous pouvez faire un blocus économique, ça par contre c'est très facile. Vous pouvez faire un blocus énergétique, très très facile, parce que vous n'avez que 15 jours de pétrole, 15 jours de LNG et 90 jours de pétrole. Donc, TSMC, en 90 jours, il n'y a plus de TSMC. Simplement, si vous faites ça, comme 90% des supercontainers passent par le détroit de Taïwan, vous avez une récession mondiale digne du Covid, avec un effondrement qu'on estime à 5% du PNB mondial. Donc, est-ce que le reste du monde va être du côté de la Chine pour avoir un choc mondial, l'équivalent du Covid, juste parce que les Chinois disent on aime bien Taïwan, on aimerait l'avoir? Je n'y crois pas. Donc, la guerre est... Donc, vous avez un livre de 2 généraux chinois en 1999 qui s'appelle « La guerre hors limite », qui explique que les futures guerres vont prendre des formes très différentes, inédites. Et moi, tel que je le comprends, c'est une guerre d'opinion publique. C'est-à-dire que, de manière très schématique à Taïwan, vous avez 25% de la population taïwanaise qui sont les plus âgés, qui disent « mais ça fait 30 ans qu'on fait du business avec ce qu'on appelle le mainland, donc la Chine continentale, et
En fait, ça se passe très bien. Donc, ce sont nos cousins. Donc, en fait, on peut s'entendre. On va faire un accord du type Commonwealth, Australie, Royaume-Uni, et puis ça tiendra. Vous avez 25% de jeunes qui disent mais jamais de la vie, je préfère être américain plutôt que de devenir chinois. Puis au milieu, vous avez 50% des gens qui vont au bureau, comme vous et moi, le matin faire des semi-conducteurs et qui disent mais tant que je fais les meilleurs semi-conducteurs du monde, on ne va pas me tirer dessus. Et donc tout le jeu chinois, c'est une guerre d'opinion publique pour que ces 50%, donc pour appeler la majorité silencieuse, décident que les États-Unis, c'est la guerre. Donc c'est la propagande chinoise. Partout où les États-Unis vont, c'est la guerre. Et la Chine, c'est la paix. Donc tout le but chinois, c'est que les 25% je vous dis 25%, c'est pas un chiffre exact, mais la partie, entre guillemets, c'est pas pro-chinoise, mais sino-compatible, gagne d'année en année. Et pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Est-ce qu'on parle de cette guerre technologique, notamment sur les très hautes technologies, est-ce que vous pensez que l'Europe peut hypothétiquement trouver une part de marché dans cet espace ou ça vous paraît d'ores et déjà compromis ? Alors nous, on a une partie de la chaîne de valeur qui est ASML, société hollandaise, qui fait les machines de lithographie, sans lesquelles vous ne pouvez pas faire des puces de très haute performance. Donc ça, c'est notre... Et donc naturellement, les Américains veulent s'en emparer en interdisant à ASML de vendre en Chine. Mais ASML continue de fournir TSMC. Donc c'est un combat. Les États-Unis mettent une énorme pression au gouvernement hollandais pour dire que toute vente de ASML doit être acceptée par le gouvernement américain, autrement vous ne pouvez pas vendre. Et les Hollandais disent nous on fait ce qu'on veut. Mais c'est un combat permanent. Et en dehors de cette entreprise, est-ce que vous voyez... parce qu'on en a une, d'accord, mais il faudra peut-être qu'on en ait plusieurs. Enfin, oui, pour que ça ait un impact sur le PIB de la zone. Est-ce que vous voyez ça ou ça paraît Alors, complexe ? une qui soit vraiment le goulot d'étranglement et qui soit unique au monde, en Europe aujourd'hui, on n'en a qu'une, c'est ASML. Un des éléments qui a ralenti notablement la croissance de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est le fait qu'on a eu du mal à mettre en place cette industrie technologique qu'ils ont eu aux États-Unis avec des GAFAM et des grosses boîtes comme ça qui ont réussi à prendre des parts de marché très importantes. Nous, on n'en a pas. Est-ce que demain, on pourra en avoir ou Non, mais nous n'en avons pas. ASML est très particulier parce qu'ils n'ont pas de concurrents. Ce que nous avons des sociétés européennes qui sont leaders mondiales et qui sont tout à fait compétitifs face à des Chinois et des Américains. D'un exemple, Cocorico, français, Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, qui est un de mes... On n'est pas voisins, mais enfin, il vit à Hong Kong depuis une dizaine d'années aussi. Il a fait de Schneider Electric un leader mondial de la gestion de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Donc, on n'est absolument pas foutu. Mais c'est parce qu'il est allé s'installer à Hong Kong en disant il faut que je batte les Chinois. Et que c'est si je suis sur place que je vais arriver à faire une veille concurrentielle des Chinois de manière à rester le meilleur. Et c'est lui qui a eu l'idée, contre tous les marchés financiers, de mélanger hardware et software quand il a acheté la société de software Aveva en Grande-Bretagne, où l'ensemble des marchés étaient contre lui, en disant mais marier software et hardware, c'est un choc de culture, vous allez complètement vous planter. Et vous voyez qu'on est 6-7 ans plus tard et que la capitalisation boursière est de 100 milliards et que ça a été un succès énorme. Mais c'est une course permanente et on ne peut pas dire aujourd'hui que Schneider Electric est un champion mondial pour l'éternité. Ça se joue tous les matins. Est-ce qu'il y aurait un moyen, selon vous, de relancer ou de permettre de créer un peu plus tout de même d'entrepreneuriat dans des pays qui apparaissent comme étant tout de même un peu vieillissants? On peut prendre l'exemple du fait que dans le CAC 40, il n'y ait pas d'entreprises jeunes, il n'y a que des entreprises. La moyenne d'âge est à 150 ans, c'est que des ancêtres. Est-ce que vous voyez des solutions pour avoir une économie un petit peu plus jeune? Alors, moi, ce que je dis, c'est que quand je dis qu'il y a un cycle de 30 ans qu'on a fermé et qu'il y en a un nouveau qui s'ouvre, la cassure est également chez nous en Europe. Et donc, quand je regarde les 30 dernières années, j'appelle ça les 30 glandeuses, puisque nous avons passé 30 ans à dire le non-travail est rémunéré plus que le travail. Puisqu'aujourd'hui, vous prenez en France, le revenu d'un retraité, le revenu d'un non-actif est supérieur, le revenu médian est supérieur à celui d'un actif. Donc ça ne marche pas. Donc ça, il faut le casser. Et c'est pour ça qu'il faut revenir non pas à une économie de paix tirée par la demande artificielle par des déficits publics. Je vous rappelle, je crois, le dernier budget équilibré en France est 1974 et 1975. Oui, voilà. Il faut revenir à une économie de production. Et c'est ce que fait la Chine. La Chine, aujourd'hui, il n'y a plus de consommation intérieure parce que vous êtes en économie de guerre. Donc vous êtes Churchill qui dit « blood, sweat and tears » en disant tous les efforts
doivent aller vers la production et vers la production dans des industries stratégiques, industrielles, exportatrices. Parce que ce que je veux, c'est être autosuffisant. Je vous dis, c'est leur rapport de dépendance. Je veux que le reste du monde soit dépendant de moi et je ne veux plus être dépendant du reste du monde. Donc le decoupling est à l'est et le de-risking est à l'ouest. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est une politique de l'offre et c'est une politique de production. Donc vous pouvez faire comme aux États-Unis des déficits publics extrêmement importants, mais pour financer la production. Nous, en France, on ne peut pas faire des déficits de 6% pour juste maintenir des revenus d'inactifs supérieurs aux revenus des actifs. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'on se remette à bosser, pour parler simplement. Selon vous, cette transition vers une économie de guerre va créer de grandes fortunes, mais va également en détruire de nombreuses. Quelles sont vos thèses d'investissement prioritaires et au contraire, les secteurs dans lesquels vous ne croyez pas du tout? Alors prenez le CAC 40. Le CAC 40, en gros, très schématiquement, vous avez la moitié des sociétés qui se goinfrent sur l'État français, qui représente 57% du PNB. Donc ça, dans une cassure des trente glandeuses, avec des déficits publics qu'on est obligé d'attaquer, ça ne va pas bien se passer. Est-ce que vous avez un exemple de nom d'entreprise pour qu'on puisse bien visualiser? Voyez, pas besoin de... Je ne veux pas citer Pierre ou Paul, mais vous voyez très bien, vous prenez la moitié du CAC 40, vous n'aurez pas de difficulté à les identifier très rapidement. Et puis l'autre moitié, vous avez des leaders mondiaux. Vous avez des leaders mondiaux qui ont battu la concurrence chinoise et qui continuent de la battre tous les jours. Et donc, eux, mon grand thème d'investissement, c'est ce passage d'économie de paix à l'économie de guerre, ce passage d'économie de la demande à l'économie de l'offre. Et donc, le seul thème d'investissement que j'ai aujourd'hui, ce sont les goulots d'étranglement à la production. Les patrons si aujourd'hui, vous avez une société qui a un problème de demande, quand vous avez des déficits publics aux États-Unis de 7 à 8% du PNB, quand la Chine fait un déficit élargi de 7 à 9% du PNB, quand en France, vous avez Bercy a la gentillesse de vous faire un déficit public de 6%, si vous n'avez pas de demande aujourd'hui pour vos produits, c'est un problème. Et donc le problème que vous avez, moi, tous les patrons que je rencontre, le problème, c'est de produire. Airbus a un carnet de commandes pour 10 ans. Boeing ne sait plus faire un avion, et Airbus n'arrive pas suffisamment à produire. Ils ne peuvent pas produire plus. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc pourquoi Airbus n'arrive pas à produire? C'est quoi les fournisseurs qui ne suivent pas? Pourquoi ces fournisseurs? Donc vous posez la question pourquoi 4, 5, 6 fois jusqu'à ce que vous arriviez au bout du problème. C'est comme ça que je souhaite investir. On a parlé précédemment du goulot d'étranglement de l'électricité et c'est vrai que beaucoup de grands leaders dans la tech comme Mark Zuckerberg ou comme le président d'NVIDIA considèrent que ça va être un enjeu extrêmement important dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a des noms de boîtes qui vous apparaissent comme étant des goulots d'étranglement stratégiques qui pourraient constituer de bons investissements ou peut-être des secteurs a priori, au minimum? Alors à l'intérieur de l'énergie, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut que vous ayez de l'énergie pas chère, qui soit propre et qui soit disponible à tout moment. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de solution. Et donc, comme très souvent dans la vie, la solution, c'est celui qui ne répond à aucun des trois, mais qui répond un petit peu à chaque. Ce qui fait qu'in fine, il répond à tout. Et aujourd'hui, la réponse, c'est le LNG. C'est le gaz naturel liquéfié. Donc c'est ça. Mais alors, quand je vous dis ça, ça veut dire qu'il va y avoir de la demande. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous analysiez également l'offre et le rapport entre offre et demande. Et donc, tout le but du jeu, c'est de trouver... Lorsque, par exemple, j'aurais dû vous dire il faut investir dans le solaire, il faut investir dans l'éolien parce que ce sont les renouvelables. Bon, ce que vous avez vu en bourse, ce sont des actions qui ont fait moins 50, moins 70%, parce que les Chinois sont arrivés en créant de la surcapacité. Donc, ce qui est très intéressant dans ces industries, c'est lorsque vous avez une situation de ce qu'on appelle dans le jargon le market repair, où la surcapacité chinoise, à un moment, pour une raison X ou Y, disparaît et vous avez une réintroduction d'une discipline capitaliste dans le marché. Et donc après que des prix soient effondrés, ils remontent. Donc c'est ça, si vous voulez, qui est intéressant. Nous avons à la fois un choc d'offres et un choc de demande. C'est ça qui est... Donc, quand vous êtes investisseur, quelle que soit la situation que vous regardez, vous vous demandez est-ce que c'est un problème de demande, auquel cas c'est assez rare quand je vous l'ai dit, mais il y a aussi des secteurs qui ne bénéficient pas de tous ces déficits publics dont je vous ai parlé.
Et donc, s'il y a un choc de demande, est-ce que la demande va revenir? S'il y a un choc d'offre, est-ce que l'offre va disparaître? Et c'est pour ça que la plus grosse question que j'ai, moi, en tant qu'investisseur, mais si vous voulez, top-down, c'est que va faire le marché du fixed income? Parce que nous avons aujourd'hui des dettes de sortie de guerre. Nous avons les dettes de 1945. C'est ça notre problème. Nous avons 300%. Ok, vous regardez, la Chine, les États-Unis, l'Europe, à chaque fois c'est la même chose. Dette privée plus dette publique, c'est 300% du PNB. Donc la seule manière de s'en tirer, ce sont des taux d'intérêt réels négatifs. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous vous débarrassez de la dette. Ce qu'on a fait de 1945 à 1950. Et donc toute la question, c'est de dire, est-ce que le marché du fixed income va gober le mensonge américain qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'inflation? Aujourd'hui, la véritable inflation aux États-Unis est sans doute de, je ne sais pas, 3, 4, 5%, je ne suis pas macroéconomiste, et on vous dit la Fed va mettre les taux à 2. Et c'est ce que dit le rapport Draghi pour sauver l'Europe, ce n'est pas l'inflation d'aujourd'hui qui compte. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'inflation forward-looking, donc c'est l'inflation du futur. Et vous dites, comme je vais produire, l'inflation va disparaître parce que le choc d'offre va disparaître. Donc, on peut avoir des taux longs à 2% parce que l'inflation va disparaître. Alors qu'en fait, l'inflation, elle est de 5 aujourd'hui. Et c'est comme ça que des gens du fixed income se font avoir de 300 points de base chaque année. Ils perdent 3% par an. Donc sur 5 ans, ça vous fait quasiment, vous perdez 20%. C'est comme ça que vous vous débarrassez de la dette. Et si c'est le cas, il y a un transfert de valeur énorme pour l'equity. Et là où vous devez investir, c'est toutes les sociétés qui sont hedgées sur l'inflation, qui va être très supérieure, parce qu'on revient, vous avez de l'inflation partout qui revient. Après, tout simplement parce que l'économie de paix, vous êtes en confiance, l'économie de guerre, vous êtes en méfiance. La méfiance, c'est extrêmement inflationniste, parce que je veux des contrôles sur tout, je veux tout checker, et votre structure de coût, elle explose à la hausse. Donc, tout le jeu, c'est de me leverager à bas coût, parce que les taux d'intérêt réels sont négatifs, et d'avoir un chiffre d'affaires qui est indexé sur l'inflation. Donc, si vous trouvez, par exemple, une société d'infrastructure qui a des contrats où le chiffre d'affaires est lié à l'indice d'inflation, avec le bon indice d'inflation, c'est-à-dire que vous avez chopé le bon indice qui va bien à la hausse, et que vous pouvez vous leverager à fond avec des taux d'intérêt réels qui vont rester négatifs, vous allez faire fortune. Vous considérez que la baisse de l'inflation visuelle qu'on voit aux États-Unis ou en Europe, c'est plus ou moins manipulé, ou ça vous apparaît comme étant un peu malhonnête, ou comment est-ce que vous expliquez? Parce que... Non, elle est cyclique. On a eu ce qu'on appelle la greedflation. Donc, prenez les pays de l'OCDE. Depuis le Covid, l'inflation est en hausse de 30% en moyenne. L'inflation alimentaire est en hausse de 50%. Donc, Kamala Harris a perdu les élections parce que même si l'inflation aujourd'hui aux US est de 2%, la perception, les prix sont tellement élevés que le consommateur pense toujours que l'inflation elle est de 5 à 10%. Vous avez eu la greedflation, c'est-à-dire que toutes les sociétés ont augmenté leur marge brute en profitant du Covid. Aujourd'hui, il y a un ralentissement, mais celle qu'on voit venir, c'est la greenflation. C'est-à-dire que ce coût de la transition environnementale, qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes à Valence et que vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne, vous dites on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut qu'on s'attaque au problème climatique. Le problème climatique, vous lisez le rapport de France Stratégie de Jean Pisani-Ferry, c'est 3-4% de PNB pendant 20 à 40 ans. Pas pour produire plus. Donc vous avez déjà 3 à 4%. Donc pour l'instant, on ne l'a pas faite. Pour l'instant, les experts vous disent, on a investi au max un quart de ce dont on a besoin. Donc vous avez, rien qu'avec ça, si vous vous attaquez sérieusement au problème climatique, vous avez 3 à 4% de points d'inflation sous-jacents. Votre PNB sera le même et vous avez 3 à 4% de coûts supplémentaires. Donc aujourd'hui, nous avons... Donc ça, c'est tout le mensonge des banques centrales de nous dire aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il n'y a plus d'inflation. Et l'inflation, elle va revenir. En fait, il y a eu un excès d'inflation au moment en post-Covid, et là, sûr. il y a un espèce d'équilibrage. 30%, c'est 30% depuis 2020, en 4 ans, vous voyez un peu. Après, il y avait une dépense publique qui était énorme, donc peut-être que ça justifie. C'est que nous ne réalisons toujours pas la création monétaire qui a eu lieu pendant le Covid. Enfin, c'est délirant. On a parlé pas mal de l'économie américaine. A priori, elle devrait rester assez solide pour les prochaines années. Est-ce que des boîtes, notamment ces grands leaders monopolistiques technologiques, ne sont pas un investissement qui est assez extraordinaire en termes de ratio risque-rendement, avec des boîtes qui ne se payent même pas particulièrement cher, du Google ou du Meta qui se payent 20 fois, 25 fois les bénéfices,
par rapport à plein d'autres investissements qu'on peut avoir en France, ou même par ailleurs dans presque tous les pays du monde? À mon sens, la période a tout un tas d'analogies historiques précédentes, mais c'est un mélange. Et une des comparaisons à laquelle je crois beaucoup, sur les années 70, la stagflation. Le S&P en 1980 est au même niveau que 1973. Vous avez des ups and downs, comme on dit. Et tout simplement parce que votre croissance des résultats est bouffée par votre compression de multiples de par la hausse de l'inflation. Et j'y crois beaucoup. Donc si vous me dites que le S&P en 2030 sera le même que 2022, moi j'ai pas de contre-argument. Et si vous regardez cette période, ce qui a marché sont les sociétés de croissance, avec des multiples extrêmement élevés qui sont allés jusqu'à 40 fois ce qu'on appelait les Nifty 50s. Et par contre, ce qui n'a pas marché, ce sont les value stocks, les value traps, puisque vous croyez que vous achetez du cash, et en fait le cash il vaut rien parce qu'il y a l'inflation qui revient et qui vous le bouffe. Donc, et c'est pour ça que vous regardez aujourd'hui les marchés européens listés sont à 40% de décote du marché américain. La capitalisation boursière américaine représente entre 60 et 70% de la capitalisation mondiale. C'est un truc de dingue, ça n'est jamais arrivé dans les pays développés. Et donc, ce que vous voyez, c'est un transfert. Quand je vous ai parlé de transfert de valeur sans précédent de l'Europe vers les États-Unis, c'est ce que les marchés price. La décote par rapport aux États-Unis, historiquement, elle est de l'ordre de 15%. Elle est de 40%. Tout le but du jeu, c'est de savoir, est-ce que, si je suis value investor, est-ce qu'à l'intérieur de l'Europe, je peux trouver des sociétés qui sont 25% trop basses. Parce qu'en fait, il y a des winners en Europe. Je me rappelle, quand on investit, quand on est un stock picker comme moi, on n'achète pas l'ensemble de l'Europe. Il y a des champions européens. Et à l'inverse, vous avez des sociétés aux États-Unis qui peuvent vous sembler, donc typiquement les sociétés de software aujourd'hui, notamment, prenons un exemple, les sociétés, on voit très bien que ce qui va se développer, ce sont les plateformes. On voit bien que le futur, c'est plus software as a service, mais c'est software as a platform. Des sociétés dont les multiples nous paraissent très élevés, en fait, on s'aperçoit que compte tenu de la croissance attendue dans les 5 prochaines années, ces multiples vont baisser rapidement et c'est là que vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais simplement, il ne faut pas vous planter si vous investissez dans une mauvaise société. Vous avez parlé de champions européens. Est-ce que vous pouvez nous donner un nom ou 2 ou 3 boîtes que vous trouvez, dans lesquelles vous croyez en tout cas? Ce que je vous ai dit, je vais pas c'est pas des secrets défense, mais SML est un champion. Je vous ai donné l'exemple de Schneider Electric. Ce sont des sociétés qui sont de technologie et où on est. C'est pour ça que je veux pas être naïf et dire bomber le torse en disant l'Europe va s'en sortir. Mais à l'inverse, je veux pas être totalement dépressif et bouffer du Prozac toute la journée. Nous avons des sociétés technologiques qui tiennent encore la route. Mais ce que je crains, c'est que nous n'ayons jamais, en anglais on dirait la fair value de ces sociétés, parce qu'elles sont en Europe. Et qu'il y a aujourd'hui une décote européenne, et notamment ce que vous allez avoir, qui est un gros problème quand vous êtes investisseur, et dont on parle très très peu, ce sont les ajustements monétaires. C'est-à-dire que le Japon, le yen a perdu 30% dans les 18 derniers mois. Et que si l'Europe ne se ressaisit pas, le seul moyen de résoudre le problème de dette, quand vous êtes un politique, c'est la dévaluation. Donc si vous investissez en euros, en Europe, vous aurez une dévaluation de 20 à 30% de l'euro, parce qu'il n'y a que comme ça que l'Europe va redevenir compétitive. Est-ce que le problème de la dévaluation n'est pas le même aux États-Unis? Est-ce que pour se sortir d'un programme qui apparaît comme étant très inflationniste et d'un déficit qui est tout de même même plus important que celui de l'européen à l'échelle globale, est-ce qu'ils ne vont pas faire la même chose et dévaluer? Ça va faire une sorte d'équilibre entre les... Pour l'instant, le marché fait le pari que Donald Trump, c'est extrêmement bon pour l'économie. Le taux à 10 ans vous dit qu'il est de 4,5, en Chine il est de 2. Donc est-ce que les gens, quand je rencontre des patrons, je leur dis mais est-ce que vous vous rendez bien compte que le marché à 10 ans, qu'on peut considérer comme un proxy de la croissance attendue des 10 prochaines années, est 2 fois plus élevé aux États-Unis qu'en Chine? Donc pour l'instant on a de la réforme, mais on sait très bien que les États-Unis, chaque fois qu'il y a un ralentissement, donc notamment je vous ai dit que si à un moment le marché, et je ne fais pas du tout de fixed income, donc je suis totalement incompétent, mais si le marché fixed income décide de ne plus financer ces déficits abyssaux des États-Unis, à ce moment-là, les États-Unis diront, on sait très bien que chaque fois qu'il y a un problème, ils laissent filer le dollar, parce qu'ils savent très bien que c'est temporaire et qu'il remonte. Mais moi, mon anticipation, c'est plutôt... Je pense qu'à un moment, il y aura une faiblesse du dollar, parce qu'à un moment, il y aura forcément un aspect cyclique des États-Unis, mais sur la prochaine décennie, ce qui, moi, m'inquiète beaucoup plus, c'est un dollar fort, des taux long terme aux États-Unis qui sont élevés, ce qui fait que les pays émergents, le sud global, que je vous ai mentionné précédemment,
ne peut pas emprunter, parce qu'il emprunte à double digit, à 2 chiffres. Et c'est là où, d'un point de vue géopolitique, le conflit, il ne va pas être, comme on le croit, Est-Ouest, parce que je vous dis qu'il y a une Chine-Amérique qui, naturellement, se tape dessus tous les jours, mais qui, in fine, trouve, surtout sous Trump, toujours moyen de faire un deal, et que le vrai conflit, il va être Nord-Sud, avec des pays du Sud qui ne peuvent plus se financer parce que le coût de la dette est extrêmement élevé pour eux, et que la Chine, qui fait le choix de développer ses industries exportatrices, leur, entre guillemets, vole l'optionnalité de développement par l'industrie, parce que vous n'allez pas y financer une usine en Afrique quand vous savez que le Chinois peut faire une guerre des prix pendant 10 ans. Donc c'est pour ça qu'un investissement dans les pays émergents paraît extrêmement dangereux dans les 10 prochaines années, et qu'on risque d'avoir une suprématie américaine jusqu'à ce qu'il y ait un problème géopolitique. Vous avez été un investisseur qui s'est beaucoup intéressé au marché chinois. Est-ce que vous pensez que le marché chinois, qui n'a pas extraordinairement bien performé d'un point de vue boursier, vous faites dans l'euphémisme. Oui, dans les 10 dernières années, notamment par rapport au marché américain qui a de toute façon tout écrasé, est-ce que vous pensez qu'il va se reprendre ou ça reste une thèse d'investissement qui est plutôt pessimiste? Alors vous avez une des blagues à Hong Kong que font les Anglais, c'est qu'ils disent, il y a en début d'année, le HSI, donc qui est l'indice de la bourse de Hong Kong, était au même niveau qu'en 97. Donc la blague, c'était de dire aux Chinois, écoutez, vous avez créé 0 valeur depuis 97, donc on va reprendre les clés du camion, redonnez-nous Hong Kong, parce que nous, on va savoir le gérer. Ça, c'était la blague des Anglais. George Soros a dit la Chine, vous savez, en 2021, quand le président Xi a interdit l'éducation en ligne privée, que les sociétés se sont effondrées en bourse, le fonds de George Soros, qui était très investi dans la société, a dit la Chine est non investissable. Et parce qu'il n'y a plus d'état de droit et il n'y a plus de respect du capital privé. Ce qu'il anticipait le 20e congrès de 2022. Et la réalité, c'est que moi, ma vision, c'est que le marché chinois est investissable, mais comme un pays émergent. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'est absolument plus tiré par les fondamentaux, mais qui est tiré par des flux. Et ça rappelle un peu, il y a un côté marché japonais à partir de 1990, c'est que vous avez des bear market rally. Vous n'avez plus de création de valeur. Donc aujourd'hui, vous savez, la croissance chinoise, on vous dit plus 4-5%, mais vous regardez les revenus fiscaux du gouvernement à fin septembre, depuis le début de l'année, ils font moins 2%. Donc la croissance en valeur, je ne connais pas le chiffre, parce que c'est totalement opaque, mais mon sentiment, c'est que la croissance en valeur de la Chine, elle est plus proche de moins 2 que 4-5, parce que la déflation, les 4-5, ils y sont en volume, je suis sûr, parce que les Chinois continuent de travailler comme des dingues, mais la déflation meurtrière est beaucoup plus élevée qu'on ne le croit. Et ça, quand vous êtes un investisseur, c'est le pire qui puisse vous arriver. Donc en fait, vous allez avoir des market rally du Japon, vous avez pu gagner 40% à des moments entre... Et donc là, c'est ce qu'on voit cette année où le marché, le HSI, alors ça dépend un peu, il n'arrête pas de bouger, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais il est en hausse de 15 à 20%. Et potentiellement, il va encore monter de 20% s'il y a un grand stimulus chinois qui débarque. Mais pour l'instant, vous avez vu, il y a 3 jours, le gouvernement est arrivé avec non pas un plan stimulus, mais juste un package de sauvetage des dettes des municipalités qui n'est pas dans l'année, mais est allé sur 4 ans. Donc les marchés sont très déçus. Donc la réalité, c'est que si vous êtes un investisseur fondamental, oui, la Chine est non investissable. Si vous êtes un investisseur spécialiste des marchés émergents et que vous êtes très très bon à anticiper les flux, le marché chinois va être un marché de trading. Vous allez pouvoir gagner de temps en temps 40% à la hausse et puis 40% à la baisse. Mais in fine, vous vous retrouvez à la sortie avec un indice qui est au même cours que 1997. Donc c'est un marché de traders, c'est plus un marché d'investisseurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas de grosse conviction long terme sur aucune boîte, même une boîte qui aurait des technologies exceptionnelles. On peut penser à BYD qui apparaît comme étant très puissant à l'échelle internationale. Et vous n'avez pas de conviction sur aucune boîte? Vous ne pouvez pas avoir de conviction parce que le capital privé, l'analogie, c'est que c'est le cochon. C'est un cochon qui s'engraisse pour aller à l'abattoir. Donc plus vous réussissez, plus vous grossissez, plus vous augmentez vos risques politiques. Puisque le capital privé doit être sous contrôle étatique. Donc aujourd'hui, il se trouve que CATL, BYD sont totalement en phase avec le gouvernement. Mais rien ne vous dit que demain, après-demain, pour une raison qui nous échappe totalement, ces sociétés ne sont plus vues comme avoir des intérêts alignés avec ceux du gouvernement,
Et donc vous avez un risque politique qui, aujourd'hui, est très très difficilement, à moins, même si vous êtes un expert, parce que la politique chinoise ne cesse de nous surprendre, en fait, il n'est pas mesurable. C'est pour ça que je vous dis que c'est un marché de pays émergents. C'est ça ce qui... Vous n'avez pas un cadre institutionnel qui fasse que vous puissiez dire, là, j'ai une société, je peux investir et je la garde. Vous voyez d'ailleurs que Warren Buffett a vendu sa participation dans BYD. Je crois que ça fait 20 ans qu'il était dedans. Je crois qu'il a investi, je ne me souviens plus, mais en 2001, 2002. Et il n'a pas vendu sa participation parce qu'il dit BYD, le management n'est pas bon et la société ne marche pas bien. Au contraire, société, trimestre après trimestre, la société s'impose comme le grand gagnant de la voiture électrique. Ils ont vendu plus de voitures que Tesla. Et pourtant, Warren Buffett a vendu sa position. Warren Buffett, il n'est pas stupide comme investisseur, on est bien d'accord. Vous voyez que, alors je ne lui ai pas parlé, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans sa pensée, je ne peux que essayer de deviner, mais je pense qu'il dit il y a aujourd'hui un risque politique que je ne sais pas pricer. En plus, comme il a gagné beaucoup d'argent en 20 ans, c'est une sortie honorable. Donc, pour résumer, si vous deviez faire une répartition géographique d'un portefeuille qui se veut assez défensif, un épargnant quelconque qui nous écoute, qui a une épargne à investir de manière... Il a envie d'être assez dynamique, mais sans pour autant s'exposer à de risques francs, vous lui conseilleriez 75% américain, 25% européen, ou ça serait quelle répartition à peu près? Ça, vous me demandez, moi je suis un stock picker, vous me demandez une question d'alloueur d'actifs et ce n'est pas du tout mon métier, donc ma réponse est naturellement, elle est erronée par définition. Mais le sentiment, c'est que, comme je vous ai dit, les transferts de valeur, je vous ai dit que j'ai commencé mon interview avec ça, M. Trump arrive et dit « Moi, je veux plus de la part de gâteau ». Donc il va y avoir un transfert de valeur du reste du monde vers les États-Unis. Et donc, alors les marchés, c'est déjà pricé. Tout le problème, c'est que c'est déjà pricé par les marchés financiers, puisque les États-Unis, je vous ai dit, l'Europe est à une décote de 40%. Donc, intuitivement, oui, la prochaine décennie est américaine. Tant que le capital privé en Chine est sous contrôle étatique, vous ne pouvez pas investir en Chine, mais le jour, tout ça est extrêmement dynamique. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est à Rome, faites comme les Romains. Donc moi, ce que je surveille en permanence, c'est le capital privé chinois. Est-ce que le capital privé chinois se remet à investir en Chine? Et le jour, moi, je ne mets pas capital étranger prétendre comprendre la situation en Chine mieux que les locaux, le capital privé chinois. Donc j'attends d'avoir un signe du capital privé chinois qui se remet à investir. Et là, je dirais, et la Chine va être extrêmement intéressante parce que naturellement, la décote d'évaluation par rapport aux États-Unis est historique. Maintenant, est-ce que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Aucune idée. Mais c'est ça qu'on va surveiller. C'est ça qui fait que ça va être passionnant, c'est ça ce qu'on va surveiller. La Chine essaye, pour contrecarrer certains des plans des Européens et des Américains, de s'implanter dans différents pays, notamment des pays émergents. On peut penser au Mexique, qui a été assez investi par la Chine par le biais de différentes usines, ou même en Europe, visiblement la Hongrie commence à être investie par différentes usines de production automobile pour justement contourner ces droits de douane et toutes ces mesures restrictives. Est-ce qu'il y a des pays, vous pensez, qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu de cette nouvelle structure géopolitique? Oui, alors c'est ce qu'on appelle le China Plus One, c'est-à-dire que vous contournez la guerre sino-américaine par une délocalisation. Donc les 2 principaux pays aujourd'hui qui en bénéficient, c'est le Vietnam et le Mexique, que vous avez mentionné. Les marchés financiers, on pensait que c'était l'Inde également, dont le marché a été très porteur jusqu'à une période récente. Alors moi, je crois que l'Inde ne sera pas manufacturière, parce que vous n'avez pas d'infrastructure. Elle ne peut manufacturer que des choses qui prennent l'avion. Donc, et l'assemblage des iPhones, pour l'instant, les résultats sont très mauvais. Mais par contre, je crois beaucoup à l'Inde développant les logiciels de faible valeur ajoutée avec une structure de coût très très inférieure à la Silicon Valley. Et notamment les logiciels industriels, parce que ce que je vous ai mentionné précédemment à propos de Schneider Electric, le futur de l'industrie, c'est quand même un mélange du hardware et du software. Donc, il va y avoir un développement indien, mais là encore, qui va être un modèle différent. L'Inde ne va pas remplacer la Chine, ça, j'y crois pas une minute. Vous savez, moi, au début, dans les années 90, le centre de tech en Asie, c'était la Malaisie. C'est pas développé. Donc, est-ce que la Malaisie va devenir un centre alternatif
de production de la tech à surveiller. La Corée est extrêmement intéressante. La Corée du Sud, qui s'est fait mettre dehors de Chine en 2016-2017, quand la société Lotte a donné un terrain à l'armée américaine pour mettre des missiles en Corée qui étaient tournés vers la Chine. Les sociétés coréennes ont été blacklistées en Chine. Et donc, quand vous prenez ce qu'on appelle le FDI, donc les investissements directs étrangers cumulés, coréens en Asie du Sud-Est, sont supérieurs aux investissements cumulés coréens en Chine. Donc si vous pensez, comme moi, que dans les 10 prochaines années, l'Asie du Sud-Est va être un tremplin, justement, étape intermédiaire pour gérer le conflit des tarifs entre les États-Unis et la Chine, il va y avoir des sociétés dans les pays d'Asie du Sud-Est qui vont grandement bénéficier. Mais ce sont des pays, en termes de marchés financiers, ce sont des pays encore, ce sont des marchés émergents, avec un risque important, et donc c'est pour ça qu'il faut être stock picker. Il faut être spécialiste, autrement on va plutôt faire des erreurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux noms d'entreprises qui vous parlent, peut-être sur le marché mexicain ou le marché vietnamien? Alors malheureusement, ça, c'est pas du tout les marchés dont je m'occupe, donc j'ai pas de... Là, il faut que vous parliez vraiment, comme je vous ai dit, je pense que tout ça est très contradictoire, mais c'est le paradoxe de l'étape de l'époque dans laquelle on vit. Je ne pense pas que ça va être une décennie favorable aux pays émergents, de par le problème de financement. Donc ça, c'est du top-down. Mais bottom-up, les sociétés qui vont servir d'alternative dans cette guerre sino-américaine vont grandement bénéficier. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez une conclusion que vous voulez faire ou un dernier point que vous voulez évoquer? Le seul conseil que je peux donner à nos auditeurs, ce que j'essaie d'avoir, c'est 2 ans d'âge mental. C'est-à-dire que je dis chaque fois que je tiens des raisonnements d'avant 2022, en tant qu'investisseur, donc c'est ça qui est très dur, c'est que j'ai 30 ans d'historique en fait qui me dessert, parce que je tiens des raisonnements fous et je perds de l'argent. Et chaque fois je dis, mais est-ce que ça pourrait pas être l'inverse de ce que j'ai en tête? C'est là que j'entrevois des surprises. Donc c'est pour ça que la période pour moi est absolument fascinante. C'est qu'on repart, on a recommencé à 2022 et que c'est une période qui va être inédite avec des opportunités, une manière de raisonner. Quand j'ai regardé le client depuis que j'investis et que là il faut que je regarde la production, c'est ma grand-mère qui, entre 40 et 44, allait chez Beurre au Fromage et elle achetait du topinambour. Celui qui a fait fortune pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le producteur de topinambour. C'est pas que ma grand-mère voulait du topinambour, mais c'est qu'avec ça. Et le producteur de Roquefort, que ma grand-mère avait vraiment aimé acheter, il ne pouvait pas produire. Donc il a fait faillite. Donc c'est là où, si je regarde le consommateur, j'investis dans le Roquefort, je vais faire faillite. Si je regarde la production, j'investis dans le topinambour et je vais être milliardaire. C'est l'inverse de ce que j'ai toujours eu en tête, donc c'est pour ça que c'est passionnant. Merci à tous. Si vous avez aimé l'entretien et que vous voulez en apprendre plus sur les réflexions et les analyses de notre invité, eh bien vous avez d'abord son livre et puis ses autres livres que vous pouvez trouver, le dernier étant Bienvenue en économie de guerre. Et vous pouvez également retrouver ses interventions sur l'opinion et France Culture. Merci à tous. Merci, Monsieur Bavrez. Grand merci de l'invitation et à très bientôt. À très bientôt. Et bonne chance sur les marchés.